Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien Roch de la distillerie Bacaé en plein cœur de Paris qui produit notamment des gins, qui produit de l'absinthe, qui produit de l'amer et qui produit plein de nouveautés qu'on va pouvoir dérouler d'ailleurs dans la suite. Et du coup qui m'accompagnera aujourd'hui pour discuter, échanger autour de la Distill News numéro 105 qui s'appelle la vodka sans alcool en pole position. On verra de quoi il s'agit plus exactement un peu plus tard. Mais voilà, salut Julien et merci de Salut, me rejoindre. merci à toi de nous accueillir. Bonjour à tous. Et voilà, bah sur ce, je te propose qu'on attaque direct et puis on va apprendre à te connaître un peu mieux aussi via ces actualités. C'est parti. Alors, hop, juste, je remontre à l'écran hop, la newsletter sur laquelle on va se baser. Et bah écoutez, c'est parti. Petit shootout pour commencer pour Acheteoria. Acheteoria qui a publié là il y a quelques jours en toute transparence un petit message pour appeler au soutien en fait puisqu'il rencontre apparemment quelques difficultés depuis le Covid et notamment depuis un an. Acheteoria est en redressement judiciaire donc en tout cas si vous voulez les soutenir, les aider cette belle marque à survivre, bah écoutez vous pouvez tout simplement soit relayer le message, soit aller commander pour vos bars, vos établissements, vos caves des produits chez eux ou voilà, ou simplement en direct aussi sur leur site pour vous-même. Voilà, donc petit shoot-out pour Acheteria. Je sais pas si toi, euh, via Bakae, peut-être, je sais pas, avec la hausse des coûts de l'énergie en plus, là, ça doit être assez galère en ce moment. Euh, Bah, mais voilà, en tout cas, ouais, j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent les difficultés. Il y a une spirale inflationniste qui semble tendre à se stabiliser un petit peu. mm, Euh, Apparemment, ils n'ont pas trop de difficultés commerciales. En tout cas, c'est assez remarquable. Le travail commercial, nous, mm, on les voit assez bien. Voilà, j'espère qu'ils trouveront les solutions. ouais. J'ai Voilà. J'espère sincèrement pour eux parce que les produits sont quand même chouettes. Ouais, très chouette. Et oui, clairement, ouais, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo, c'est que ils sont en passe de doubler le chiffre d'affaires, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que tout va bien. Donc en tout cas, ouais. Checker en tout cas acheteoria.com. Je te propose qu'on enchaîne dans la foulée avec les premières news produits. Et bon, là, on change d'univers. On passe chez The Glen Turret, en fait, qui a lancé un whisky de 80 ans d'âge. Non, non, pas de 80 ans d'âge. Je dis n'importe quoi. Mais pour le 80e anniversaire de l'artiste James Turrell, en fait, ils ont fait une édition avec des whiskies alors qui datent des années 80 à 90. La bouteille coûte quand même 80 000 pounds. Et James Turrell, je ne sais pas si tu connais, mais il fait des installations enfin, lumineuses et tout. Et enfin voilà, joli produit, je pense. Et si vous passez par Copenhague, moi j'ai visité notamment Empirical l'an dernier. Et on est passé juste à côté, en fait, à deux pas, t'as le musée d'art Mhm. contemporain de Copenhague. Et on peut visiter encore là jusqu'à la fin de l'année l'artiste en question. Donc voilà, Glenn Turette. Je sais pas si tu es sensible d'ailleurs à ce genre de produit un peu méga cher ou, ou est-ce que tu es. Alors, ça m'amuse. Je trouve ça. Il y a, il y a, il y a un marché hein, pour les produits d'exception vieillis. Les flacons sont jolis. Après, moi, à titre personnel, j'ai jamais trop eu la chance d'expérimenter. Et puis, à titre professionnel, nous, on essaie plutôt jusque-là hein, de se placer dans des zones de prix. Oui, Dans des rapports qualité-prix qui nous semblent justes pour nos clients qui sont plutôt par hôtel-resto. Donc, pour l'instant, on participe pas trop à, à ce débat. à tout ça. Très bien. Mais un petit clin d'œil à Copenhague, puisque j'ai rencontré mon associé là-bas et que l'histoire de la marque sûrement débuté à Copenhague. À l'époque, là où était Empirical, il y avait pas grand-chose, hein, c'était des hangars. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et euh, maintenant, c'est un peu plus animé, hein. Avant eux, il y a le brasseur Mikkeller qui s'y est installé. Il y a un gros food court maintenant. Euh, Ouais.
C'est un chouette destination week-end. Carrément. En tout cas, il y a moyen que si vous y allez là, à moins d'y aller très vite, Empirical soit Mhm. et fait son déménagement déjà. Mais en tout cas, vous pouvez passer à l'expo et c'est moins cher que le whisky en question. Voilà, plus abordable. Ensuite, je te propose, on enchaîne avec James Beam Distilling Co. qui en fait se lance dans l'American Single Malt. Donc ils ont lancé une marque qui s'appelle Claremont Steep. Donc du whisky qui est à peu près, il me semble, sur le premier embouteillage en tout cas, à peu près 5 ans d'âge, à base d'orge maltais 100%. Donc voilà, donc un gros acteur qui rentre vraiment dans cette nouvelle catégorie de l'American Single Malt. Et petit pour ceux qui sont peut-être un peu plus geeks, à savoir que c'est vieilli à l'américaine dans des fûts de chêne neufs. Donc voilà, donc on est sur du single malt, mais qui est pour le coup qui est pas du tout comme ce que feraient les Écossais avec du fût de Bourbon notamment. Voilà pour l'American Single Malt. Ensuite, pour ceux qui aiment l'Écosse plutôt, on a Port Charlotte qui lance un nouvel embouteillage, donc ça c'est Bruichladdich, le PMC 01. Et il a pour particularité celui-là d'avoir été vieilli, ou fini du moins, dans des fûts de vin de Pomerol, qui est a priori une première pour Port Charlotte. Voilà, je sais pas si t'aimes les whiskies courbés ou pas. Bah oui. Ouais, je trouve que c'est amusant de les voir jouer avec le vin de plus en plus. Mm. Et les fûts de chez nous. Donc, c'est intéressant à observer. Et puis au goût, ça donne des choses intéressantes. Ça doit être beaucoup plus abordable pour le coup, je pense. Donc voilà, donc petite news Port Charlotte, Bruichladdich. Donc tout ça, c'est chez Rémy Cointreau Distribution. Ensuite, on passe chez Pernod Ricard avec Irish Distillers. Donc là, c'est la marque Method and Madness, qui est un peu le laboratoire, la microdistillerie de Middleton, qui lance une nouveauté, là, une première aussi pour eux, qui est un Irish whisky fini dans des fûts de chêne Gariana, qui est une espèce rare du nord-ouest Pacifique. Voilà. D'ailleurs, on parlait de Rémi Cointreau juste avant. J'avais fait un épisode avec Fabrice Jarlot où on parlait de Westland, qui Mhm. a justement aussi fait des vieillissements de single malt, d'American single malt pour le coup, dans ce même type de chêne. Donc il y a aussi une grande variété de chênes Mhm. de plus en plus utilisés. Voilà une petite news qui va encore dans ce sens. Ensuite, alors là, on change totalement de registre. On retourne aux États-Unis, mais avec un petit produit alors je pense qui n'est pas dispo en France, mais qui m'a pas mal intrigué parce qu'en fait, c'est du bourbon qui a été vieilli une première fois, qui ensuite apparemment a été infusé avec du miel et qui ensuite a été revieilli quelques années supplémentaires dans des fûts de cognac. Je suis étonné que ça s'appelle encore whisky de Ouais, Bourbon. j'allais te Ouais. dire, ouais, c'est amusant que le fait qu'il y ait du sucre et pas modifier Mm. l'appellation. Ex- Exactement. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus libéraux sur les appellations aux États-Unis par moment, ou je sais pas, ou c'est peut-être les médias qui relaient, qui se lâchent un peu. Un petit Mais en tout bonbon, cas, en ouais. tout cas. Ouais. Donc voilà. Ça s'appelle Garrison Brothers Lady Bird. Ensuite, on revient en France avec Benjamin Quens qui lance un nouvel assemblage de son assemblage qui s'appelle Eau Particule Vine. Donc c'est le 7e et qui assemble 3 single malt, un de Bretagne donc et 2 du Grand Est. Euh, donc voilà, nouveauté chez Benjamin Quens qui a été annoncé récemment également. C'est fini dans des fûts de vin, hein, je crois, un peu comme ce que tu nous montrais tout à l'heure. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, d'où le nom, ouais, Eau Particule Vine. Alors j'ai pas, ouais, non, c'est pas précisé les domaines exactement de vin, mais voilà. En tout cas, bon, j'imagine Grand Est, il y a peut-être des whisky de Roselier, Je crois qu'ils de travaillent bien distillerie. ensemble, ouais. Ouais. Bretagne, peut-être du Varennes justement. Donc voilà. En tout cas, ouais. Fût de vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On passe au newsroom avec Appleton Estate qui a lancé un 17 ans d'âge, qui lui, en fait, est apparemment la recréation
d'une recette des années 40 qui a inspiré le cocktail Mai Tai. Donc voilà, qui est un assemblage de quatre hommes différents, donc de 17 ans minimum, voilà, qui cherchent à recréer un rhum de Vray and Nephew. Euh, voilà. Donc, Appleton Estate et Mai Tai, un cocktail que j'apprécie particulièrement. Next, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On a Citadel, donc là on passe côté jean. Citadel qui a lancé une nouvelle référence qui s'appelle Rouge. Alors Rouge, non pas qu'il soit rouge, mais en tout cas il est avec des baies, des fruits rouges et de la rhubarbe. J'avoue, j'ai pas plus d'infos dessus, mais c'est tout frais, c'est sorti lundi dernier. Ouais, Voilà, donc probablement ça arrive un peu partout très prochainement. on a vu passer, ouais, intéressant. Hmm. C'est bien qu'il est, je trouve qu'il n'est pas coloré d'ailleurs. Ouais. Ouais, bah, je pense que c'est un parti pris, oui, d'aller un peu à l'encontre. Puis le petit côté, bah, on l'appelle rouge Ouais, quand même. en référence aux fruits, mais au-delà du fait que ça marche bien sur la bouteille, c'est intéressant qu'il l'ait pas coloré. Mm. Donc voilà, pour Citadel, chez Maison Villevert ensuite, en fait, ils ont comme ambassadeur en Espagne un acteur qui s'appelle Jaime Lorente. Désolé si j'écorche le nom, mais qui est un acteur apparemment dans Casa de Papel. J'avoue que j'ai pas regardé. Et voilà, donc c'est leur ambassadeur et ils ont concrétisé ça là, récemment. Donc le côté ambassadeur, ça fait 3 ans que ça date, mais là ils ont concrétisé avec un produit, une édition spéciale, donc Jevine Jaime Lorente Limited Edition, qui a pour particularité, et moi ça m'intrigue pas mal, c'est qu'il y a dans la recette, il y a du poivron. Donc voilà, donc pour ceux qui aiment bien Jevine, voilà, sachez qu'il y a une nouvelle édition qui apparaît, avec notamment bah, du poivre et du poivron. Petit clin d'œil au Little Red Door Hmm. qui a un cocktail au poivron en ce moment, je vous recommande. Ça marche bien, le poivron distillé. Ouais. Bah, j'imagine, ouais, il y a peut-être un truc à faire avec des Bloody Mary, tiens, à base de gin pour le coup. Enfin voilà, j'avoue, j'ai pas goûté, mais ce serait avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Bah tiens, Margot Robbie. Je sais pas si tu vois cette actrice, Margot Robbie. Je vois bien. Il y a énormément d'actualités récemment sur des acteurs, des actrices qui se lancent. Bah, on avait la semaine dernière, on avait Emma Watson, enfin, il y a même 2 semaines, Emma Watson qui lançait son jean. On avait la semaine dernière Brad Pitt qui lançait également un jean. Et donc là, on apprend que c'est Margot Robbie, donc, qui est dans Suicide Squad, dans Le Loup de Wall Street notamment, qui lance à son tour son jean. Et elle est australienne, du coup, il y a une petite touche australienne. C'est produit sur la côte tout à l'est de l'Australie. Et apparemment, dans les ingrédients, il y a de la coquille de huître et d'autres ingrédients un peu locaux, comme ça. Voilà, je sais pas, ça te fait marrer peut-être le petit côté gimmick ou... C'est quoi, l'huître ou le Ouais, 19 l'huître. degrés? Alors, l'huître, c'est marrant parce on a fait on avait en tête de faire un test autour de ce sujet-là, Ouais, plutôt pour réinterpréter une vodka qui aurait un côté un peu salin, mais ça n'a pas du tout marché, donc j'ai peut-être raté un d'accord. truc. Bah, je sais pas si tu as vu, d'ailleurs, il y a une marque australienne, encore australienne, tiens, qui s'appelle Never Never, qui a fait justement aussi un gin à base d'huître. Le Oyster Gin. Bah, écoute, on n'avait pas dû avoir les bonnes matières premières. Ouais. Mais peut-être ça viendra, je sais pas, peut-être du côté du bassin d'Arcachon, il y a peut-être des projets Ouais, dans ce style. on a déjà Ça serait reçu pas étonnant. T'as déjà reçu quoi? enfin, des sollicitations d'ostréiculteurs ou de gens qui voulaient associer l'huître. Je crois que ça marche, hein. Il y en a qui l'ont fait, mais nous, on a essayé avec des coquilles sèches et c'était vraiment pas réussi. Je pense qu'il doit falloir utiliser des choses très fraîches, au-delà du fait que ce soit animal, donc il y a quand même quelques sujets, j'imagine, mais Ouais, chez nous, ça a pas trop marché, mais intéressant le côté salin. ouais. Donc voilà, en tout cas, voilà pour le petit chapitre gin. Ensuite, plus sur l'esthétique. Là, on a NC qui a annoncé une nouvelle édition spéciale, donc ils font ça tous les ans pour leur VS. Et cette année, c'est avec l'artiste Stéphane Ashpool qui a donc réinterprété, excusez-moi, la bouteille.
Très coloré, vert, un peu doré et tout. Voilà, donc Stéphane Hachepoul qui est le cofondateur ou le fondateur de Pigalle Paris. Voilà, petite collab. Ensuite, bah tiens, on parle plus d'upcycling maintenant avec Sapling. Donc ça, c'est une marque britannique de vodka qui fait du gin aussi. Et là, ils ont lancé une nouvelle gamme qui s'appelle Wonky Fruit et qui en fait vise bah, en fait, à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc là, ils les ont lancé une première vodka aromatisée qui s'appelle donc Raspberry and Hibiscus et qui est faite à base de fruits moches, entre guillemets, de fruits imparfaits qui ont été bah, mis de côté Ouais. euh, parce qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, vendables. Mais voilà, donc ils ont recyclé ça pour en faire de la vodka. J'imagine que toi-même, tu travailles pas mal sur ce genre de sujet, non? Bah En ouais, upcycling. alors nous, on a effectivement, là, on s'apprête à, on pourra vous montrer ça tout à l'heure, sortir un certain nombre de produits de liqueur sur lesquels on a utilisé en partie des fruits déclassés. On fait tout bio, Ouais. surtout en bouteille, mais c'était intéressant en prix et puis pour les agriculteurs eux-mêmes, puisque le fait de pouvoir acheter en volume des choses qui étaient par ailleurs difficiles pour eux à valoriser, c'était voilà, on s'est bien trouvé. Mm. Donc c'est intéressant pour tout le monde, au goût, en prix, bon, c'était parfait. Donc je suis pas étonné hein, que d'autres euh, travaillent sur des sujets similaires et je pense que c'est bien. Bah, moi, je vois même bien le truc devenir la norme au final. De te dire que enfin, pour pas mal de choses, ça n'a peut-être pas de sens en fait de prendre du neuf, du plus frais que ça euh, pour créer des spies. Mais bon, à voir. Mais on va venir du coup à tes nouveaux projets. Juste une petite news RTD avant, qui est Thomas Ashborn. Donc ça, c'est une marque de RTD, de cocktail RTD aux États-Unis, qui a en fait pas mal de cocktails avec pas mal de people américains. Et en fait, là, ils ont lancé un tout nouveau, toute nouvelle référence, à savoir un espresso martini. En fait, là, comme Égérie, c'est l'acteur là qui joue Barney Stinson dans How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris, de son vrai nom. Donc voilà, donc une collab avec lui. Donc je sais pas dans quelle mesure il a participé à la recette, mais en tout cas, je sais que les recettes de toute la gamme, en fait, c'est Nico De Soto du bar Danico à Paris, notamment qui est derrière. Donc voilà, donc il a probablement bossé avec Barney Stinson sur le coup. Non, Ouais. j'aimerais bien. Comment? J'aimerais bien. Meet me at the bar in 15 minutes. Exactement. Mais voilà, mais du coup, ça me permet d'introduire. Donc, on a vu pas mal de produits là, et il s'avère, alors c'était pas encore dans la Distill News là ce week-end, mais que Baccae a pas mal de nouveautés qui arrivent. Donc, Mhm. juste pour recontextualiser, donc Baccae, distillerie parisienne, vous êtes vraiment à 2 pas de Bastille notamment, Exactement. fondée en 2018, il me semble. Oui, c'est ça. 2017. Les autorisations datent de fin 2017 et voilà, entre fin 2017 et début 2018, on a commencé la commercialisation. Voilà, et donc il y a une gamme aujourd'hui qui est, ou jusqu'à aujourd'hui, composée de gin, d'amer, dont un amer en version sans alcool, absinthe, et tu développes aussi pas mal de produits à façon pour des bars, pour des cavistes. Ouais. Donc ça, c'est un pan assez important de la distillerie. Mais voilà, ce qui est très cool, c'est que du coup, je sais pas si on a l'exclusivité ou quoi, enfin la primeur de l'info, mais tu lances énormément de produits là dans les jours qui viennent. Et on va checker ça plus en détail, à savoir que bah, il y a notamment des eaux de vie et des liqueurs. Ouais, ouais, ça fait. Alors effectivement, on fait pas mal pour d'autres sur des formats collab ou en embouteillage, où on embouteille sinon en neutre. Et donc, l'univers des liqueurs, on y travaille des eaux de vie depuis assez longtemps, depuis un peu plus d'1 an maintenant. On ronge un peu notre frein. Là, on sort un peu tout en même temps. Donc,
Il va y avoir 2 eaux-de-vie, de fruits assez emblématiques, françaises, donc poire et framboise. Hem, elles sont ouais, c'est dans les étiquettes, désolé, elles sont toutes à la fin, je pense. C'est à la fin. Et Écoute, on va trouver ça. puis ensuite, il y a 2 liqueurs de fruits, framboise et bergamote, et ensuite il y a 3 liqueurs hem, qui sont plutôt, des assemblages. Donc une réinterprétation de triple sec, donc des agrumes, une avec des fleurs, dans lequel on Ouais. retrouve essentiellement de l'acacia, et puis, une au piment qui est un petit clin d'œil, à mes origines martiniquaises, voilà. Donc, D'accord. 7 produits, 7 produits d'un coup, ouais. qui seront disponibles, en en 50 CL et en bag-in-box pour nos amis, Pour le hem, CHR. du CHR, avec l'idée, que ce soit des produits qu'on puisse, garder, et puis, voilà, un appel du Et l pied aussi à nos partenaires pour qu'ils puissent, voilà, on voulait montrer l'étendue de ce qu'on serait capable de faire avec, dans l'idée de continuer à proposer des choses sur mesure pour ceux qui veulent aller plus loin dans la démarche de création de produits. Ouais, en gros, ça te sert de portfolio, aussi pour les créations à côté? Ouais, exactement. On voulait montrer qu'on savait jouer avec, la fermentation, donc ça, c'est ce qu'on a fait avec, la poire qui est en fermentation naturelle, distillation, et puis des choses qui sont très pures autour du fruit et des produits un peu plus, créatifs, notamment, la liqueur de piment ou celle autour des fleurs, où je pense qu'on va apporter quelque chose de, un regard un peu nouveau sur des produits, qui par ailleurs sont déjà assez bien travaillés, hein. Ouais. Donc, voilà, on est super, super content du résultat final, et on a hâte de faire goûter à tout le monde, Ouais. ceux qui Et voudront. le bag-in-box, c'est un format de combien de litres? Alors historiquement, on faisait du 4,2 litres, ce qui Ouais. correspondait à nos 6 bouteilles de 70, et puis, assez récemment, on a changé, on est passé sur un format de 5 litres, Ouais. qui est mieux, qui voyage un petit peu mieux, enfin qui en tout cas, s'entrepose un petit peu mieux chez nos clients. Voilà, après on fait aussi des formats en vrac pur avec des bidons en consigne qu'on récupère. On Ouais. essaie de composer un petit peu avec les envies, les contraintes de nos clients. Et ça, c'est au niveau national ou c'est juste, je sais pas, Pour région l'instant, parisienne ou? pour l'instant, la distribution, au global, elle est très francilienne. D'accord. Même si on envoie un peu de produits, en France, ici ou là, mais ça reste, pas marginal, mais on est quand même essentiellement Paris-Île-de-France pour le moment. Et tu Mais dis c mais on peut envoyer, un petit peu partout en France. d'accord, et vous distribuez vous-même ou c'est, Pour l'instant, via ouais, on est distribué, on se distribue en direct. On a on travaille avec quelques grossistes, en région, à Paris, avec Millet, en Corse avec Vendémia, heu, qui est la région d'origine de mon associé. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Sinon, essentiellement du direct, même à Paris, hein, et ouais? en Île-de-France. Eh beh, mais ça doit Mmh. être une sacrée logistique, en termes de livraison, j'imagine, enfin, c'est Ça l'est, mais au final, c'est un des avantages d'être centraux dans Paris. On a effectivement pas mal de logistique, mais c'est de la logistique de dernier kilomètre, et au final, c'est un atout d'être proche de ses clients, et c'est de la logistique qui est relativement, qui est plus simple, je pense, que si on était à 20 ou 30 kilomètres, à l'extérieur ouais, de Paris. oui, c'est Je sûr. pense que c'est une force qu'on arrive à être,
on arrive à être réactif auprès de nos clients. Je trouve on est tout autant une boîte de service que de produits. On fait Mmh. vraiment beaucoup de sur-mesure et puis le téléphone, il sonne tout le temps. Tiens, il me manque ci, tiens, il me manque ça. Ça fait partie du. Voilà, on aime bien. OK. Et là, sur tous ces produits, ça a été produit avec le gros alambic ou c'est du développement avec le parce que ceux Mmh, peut-être qui n'ont pas suivi, vous développez aussi bien avec du Rotavap ouais, que depuis maintenant, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an que ça tu as le fait Muller? ça fait 1 an et demi qu'on a installé effectivement un alambic, en cuivre, avec une petite colonne de rectification. Est-ce que tout est produit à l'alambic? Oui. Ouais. Ouais, ouais, tout est produit à l'alambic, sauf peut-être, une partie de l'assemblage, de la fleur. D'accord. Et sinon tout est ouais, framboise, poire, c'est alambic. Le piment, il y a une partie qui est distillée, l'autre partie qui est infusée. Mmh. La bergamote aussi, c'est alambic. Donc, ouais, quand même pas mal d'alambic. Et puis, c'était un peu le sens pour nous de cet investissement. C'est-à-dire que si on avait décidé de continuer à faire que du gin, on aurait pu avoir un Rotovap beaucoup plus gros et ça aurait sûrement suffi. Mais notre envie, c'était plutôt d'élargir la gamme aux eaux de vie de fruits. Et donc, c'était le sens vraiment de cet investissement. Donc, OK. on l'a bien utilisé. Ouais, bah, je vois. Ça marche bien, ça marche bien. Et dû y avoir du sacré, nettoyage après certains fruits ou quoi? Un peu, mais ça va. Ouais. C'est c'est un bel investissement. On est content. Ça marche bien. Et là, le parti pris, c'est de tout sortir d'un coup ou tu vas le diluer là où tout est là pour l'été et en fait, tu vas showcase le truc à tous tes partenaires, tous tes clients, Non, tout est prêt là. franciliens? Tout est prêt. Modulo une ou deux dernières étapes de réduction, mais tout est prêt. Donc on va pouvoir commencer à faire tout déguster en même temps. C'est intéressant. Parce que moi je sais pas si d'un point de vue, alors je digresse un peu, mais d'un point de vue est-ce que tu as pas intérêt des fois à justement à les sortir un par un? Comme ça te donne un prétexte de communication à chaque fois pour dire ah, il y a une nouveauté. Et ça crée vraiment une dynamique. Ouais, peut-être. Après, tu vois, nous, j'ai toujours l'impression que si on attend, Hmm, on sort pas après et c'est peut-être pas, ouais, il y a des manières, différentes, mais j'ai pas trop d'inquiétude si on a envie de montrer ouais. des choses différentes, enfin, d'autres choses. On a plein d'autres idées pour la fin d'année. Hem, Ouais, donc c'est vraiment, il y a une logique non, mais créatrice et tu vas, dans ouais. tous les cas, il y a d'autres produits qui vont venir. Non, ouais, il y a des choses de saison. Alors, les eaux de vie, la framboise, en fait, elle est de l'an dernier. La poire, c'était septembre. Les fleurs, on a utilisé du frais qui vient d'être récolté. D'accord. On a essayé de composer un peu tout ça et puis avec le calendrier aussi de chacun, on voulait être prêt pour un peu avant cet été. On aurait préféré que ce soit peut-être un tout petit peu plus tôt, mais, euh, mais ça y est, on est content des produits, donc voilà, c'est l'essentiel. Mais effectivement, on aurait pu faire un par mois, un par semaine. C'est Mais, mais bon, on est une petite équipe, donc c'est bien aussi quand on va faire goûter, de pouvoir tout faire goûter en hmm. même temps. Ça peut faciliter aussi les échanges. Ça me fait penser à Lambic Bourguignon aussi, qui a sorti un paquet de trucs d'un coup là. Ah oui, j'ai vu, ouais. C'est impressionnant. J'ai pas pu goûter encore, mais ça donnait envie. Voilà, lui, il a fait quoi? Il a fait eau de vie d'abricot et liqueur d'abricot, comme toi, tu as fait framboise et l'un Framboise, et ouais. l'autre.
Il y a différents finishes. Alors je sais que d'ailleurs, peut-être on peut l'évoquer, mais je sais que vous mettez en fût également. Ouais, on l'a fait Euh, un petit peu. Alors, on a fait un gin et une absinthe qui ont passé chacune 4 mois. On a sorti des produits en fin d'année dernière. Il nous en reste quasiment plus. Et on a envie de continuer à jouer un petit peu avec le vieillissement. On le fait pas mal sur des formats collab. On a notamment une liqueur de gin qui a vieilli en fût, fait 6 mois en fût neuf, qui est ensuite réaromatisé, que vous pouvez trouver chez Dahlia, euh, le groupe Dahlia. Donc, on a une liqueur de gin aux fleurs d'oranger qui a vieilli. Donc, voilà, on s'amuse un peu avec le vieillissement. Et, euh, et je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire. Au-delà des choses, des spiritueux traditionnellement élevés et plus longs, dans ouais. l'environnement, dans l'environnement des gins ou des liqueurs, c'est super intéressant de pouvoir travailler 6-12 mois sur du neuf ou des fûts de réemploi. J'ai l'impression que on a de quoi bien s'amuser. Très bien. Bon, en tout cas, ça fait un paquet de trucs à découvrir. Donc, à chaque fois, les lots sont, enfin, les produits sont numérotés. Donc là, on arrive au 12e, Ouais, hors collab à côté, c'est ça? exactement. Ok. Et donc, potentiellement, d'autres choses d'ici la fin d'année encore. Donc, ça devrait. Oui, après on va déjà bien s'occuper de ça et puis on aura peut-être une ou deux autres idées, mais l'idée c'était aussi que ces produits soient permanents, donc Hmm. on veut pas, alors on veut pouvoir garder un corps de gamme que nos clients puissent trouver et retrouver. Donc c'est déjà un paquet de choses pour cette année et on verra s'il y a quelques éditions limitées. Ouais. Et petite précision, c'est que je vois que tout est en bio, hein. Ouais, tout est en bio sur les liqueurs et eau de vie. Et tout est bio France, sauf la bergamote, que Ouais. finalement notre fournisseur n'avait pas en quantité suffisante pour nous. Mais sinon, tout est bio France. Voilà. On a hâte de faire goûter. En particulier le piment et- donc moi j'ai grandi dans les Antilles, donc les piments j'en ai côtoyé depuis assez jeune. Donc là il y a un triptyque piment entier qu'on appelle aussi l'habanero qui est distillé. Ouais. Euh, le, le dolca qu'on appelle là-bas le bois d'Inde ou allspice en Jamaïque. Oui, c'est Là le. est infusé. On l'appelle piment, poivre de Jamaïque, bois d'Inde, on l'appelle dans les Antilles. Et puis en frais, le piment Goria, qui, quand il est séché, devient le piment d'Espelette. Voilà, ça, D'accord. c'est sur une base d'orange amer. Voilà, c'est une inspiration plutôt, plutôt antillaise, en fait. Et voilà. Les fleurs, très intéressant aussi. Il y a une pointe de sureau, surtout on utilise la baie de sureau noir comme base aromatique. Et puis ensuite, il y a de la fleur fraîche. Euh, et en particulier, alors il y a Je un peu de vois sureau, mais il y a surtout de l'acacia, Acacia. qui a vraiment été une super découverte pour nous. Parfait. Bah, du coup, à découvrir évidemment alors peut-être pas sur le site encore. Pas encore, non, Euh, on va vraiment, on finit de mettre en bouteille et puis on commence les dégustes cette semaine, fin de semaine prochaine. ok, bon, en tout cas, ce sera annoncé donc j'imagine sur bacae.fr et sur Bacae Paris sur Instagram. Donc, Ouais, checkez ça si vous êtes francilien, mais au-delà aussi. Et vous pourrez découvrir ça. Voilà. Je te propose, c'est qu'on continue avec la suite des actus de la Distill News. Et simplement, donc, on va passer aux news business. Voilà, avec la news qui a un peu inspiré le titre de la newsletter, à savoir que Ricard, qui était numéro 1 des ventes en grande surface,
en chiffre d'affaires, a été détrôné, on a appris ça, détrôné par Cristalline, donc par le pack de 6 de Cristalline. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher. Un petit troll pour dire que c'est de la vodka sans alcool. On aime bien, Détrône le Ricard. Comment? on aime bien, on apprécie. Voilà, et fait notable, donc je crois qu'il n'y a que le Nutella qui n'est pas liquide dans le classement. Et après, on a, pour rester dans les spiritueux, on a du William Peel en 9e et 10e position. Magnifique. Voilà, donc pour les liquides spiritueux. Et sinon, il y a du Heineken, il y a de la DSP. Et voilà, donc sinon, Cristalline, c'est ça la grosse info, passe devant Ricard avec... ça joue à pas grand-chose, hein. On parle de 302 millions de CA pour Cristalline versus 301 pour Ricard sur la bouteille de 1 litre. Donc voilà. Ouais, il y a pas que... Et puis il y a Volvic en une deuxième eau dans le... Ouais, dans le- Volvic en 7e. On voit que le gap est quand même assez conséquent. Même Coca qui est en 3e, c'est quand même quasiment moitié moins en termes de CA, mais ces datas sont assez incroyables, je trouve. Voilà. Ouais, En tout cas, ouais. j'avais pas idée qu'il n'y ait pas d'autres produits alimentaires. Ouais. Là, c'est un bon... La première chose solide, c'est du Nutella. Donc, Voilà, et pas n'importe quel Nutella, le Nutella 1 kg. Voilà. ah oui. Attention. Non. Voilà, donc première news business, Cristalline, le pack de 6 devant Ricard désormais. Ensuite, donc c'est sur 12 mois glissants, il me semble. Voilà, ensuite, il y a eu un petit article, c'est Spirit Business, il me semble, qui a partagé des datas sur les pays qui boivent le plus dans le monde et en Europe. Alors pour ceux que ça intéresse, donc en gros, là, ce qu'on apprend, c'est que les Européens boivent en moyenne quasiment 2 fois plus que la moyenne mondiale, donc du reste du monde. À savoir qu'on boit apparemment en Europe environ 11,85 litres par an versus 6,18 litres pour le monde entier par an. Et pour ceux que ça intéresse, donc les pays les plus consommateurs d'alcool en Europe sont les Pays-Bas, avec quasiment 15 litres par personne par an, devant la République tchèque, qui a 14,26 litres, et la Serbie, 14 litres. Voilà. Donc, ce sont des datas de l'OMS, apparemment. C'est en litre d'alcool pur, non, peut-être. Je me suis posé la même question, mais je n'ai pas vu la précision. Ça serait le plus logique pour faire les comparaisons. Ouais. Mais j'avoue qu'il y a un petit flou. Mais si c'est le cas, ouais, en gros, ça équivaudrait à plus de 30 litres d'alcool fort par personne, ce qui fait une belle conso mensuelle déjà. Donc voilà. Petite news. Évidemment, je rappelle, si vous voulez les sources évidemment de toutes ces actualités, vous rendez-vous sur dcnews.fr. Il y a les sources avec tous les liens si vous voulez creuser un peu plus pour récupérer les datas, les petits tableaux et tout. Ensuite, petite news, tu en parlais de Ricard avant, il y a Pernod Ricard, je ne sais pas si tu as suivi, donc c'est un peu le feuilleton là depuis quelques semaines. On apprend qu'ils ont continué à exporter vers la Russie de l'Absolute Vodka. Ça crée une petite vague d'appels au boycott en Suède notamment. Du coup, ils arrêtent. Ensuite, on apprend que Jameson, des marques comme Jameson ou Beefeater continuent à l'être. Et donc là, Pernod a communiqué de manière beaucoup plus claire pour dire que non, c'est bon, ils ont arrêté la distribution, enfin, arrêté l'exportation vers la Russie de toutes leurs marques normalement. Et simplement, ils continuent à distribuer sur place les stocks restants. Donc en gros, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock, ce qui peut prendre quelques mois encore. Mais voilà, le point sur la situation. Voilà. Ensuite, petite news sur l'étiquetage. Alors, je ne sais pas si tu es embêté par l'étiquetage. Alors, j'imagine que tu n'exportes pas en Irlande encore. Non, on n'exporte pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est peut-être des problématiques auxquelles tu feras face prochainement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Irlande, l'Irlande a passé des lois pour un peu durcir l'étiquetage sur les alcools.
et notamment un peu plus dans le style de ce qui se fait pour les cigarettes. Mmh. Donc pour durcir, pour notamment mettre en avant des liens entre consommation d'alcool et cancer. Petit souci, c'est qu'en fait, l'Europe a quand même des règles unifiées sur l'étiquetage pour que finalement les biens puissent circuler de manière fluide, quoi. Qu'on puisse importer des produits italiens, des produits allemands et vice-versa, et que ce soit à peu près cohérent d'un pays à un autre. Or là, l'Irlande a durci les choses, ce qui fait que notamment l'Italie a gueulé parce que elle trouvait ça pas bien et on comprend qu'on mette des messages très alarmistes à côté de ces bouteilles de Prosecco, par exemple. Euh, et en fait, tout ça a un peu remonté beaucoup plus loin, c'est à savoir que Spirits Europe a carrément porté plainte auprès de la Commission européenne pour justement qu'elle statue un peu sur ces règles irlandaises, puisque en fait, elles rendent un peu quasi impossible d'importer, enfin, d'exporter vers l'Irlande, puisque ça signifierait qu'il faut revoir toutes les étiquettes de tes produits si tu veux exporter en Irlande. Voilà, ce qui pose problème vu qu'on est dans un cadre européen normalement. Voilà. Donc, à suivre pour le plan légal. Voilà. Puis enfin, là, c'est en Europe, c'est pour ça que ça pose problème. Évidemment, si vous exportez aux États-Unis, vous aurez d'autres règles et tout, mais bon, même ne serait-ce que sur les formats de bouteilles, mais on l'intègre vu que c'est pas dans l'Union européenne. Voilà, voilà. Ensuite, petite news, alors je sais pas si tu as suivi, c'est Baptiste François de la distillerie Baptiste qui a partagé pas mal de data. Il fait des suivis en fait sur le nombre d'ouvertures, de fermetures d'établissements en France de producteurs de spiritueux. Donc ça peut aussi bien englober des distilleries, des nouvelles distilleries ou je sais pas, des producteurs de rhum arrangé par exemple. Mmh. Voilà, et simplement, donc là, on va peut-être pas dérouler tout le truc, mais simplement pour dire qu'il a fait une mise à jour, qu'il a partagé ça sur son site. Le lien, évidemment, toujours, je vous le dis, en description dans la newsletter. Et en fait, on voit tout de même là sur le petit graphique que je montre à l'écran pour ceux qui sont en vidéo, on voit qu'il y a eu clairement une accélération post-Covid du nombre d'ouvertures d'établissements. Donc il y a un vrai engouement, hein, j'ai le sentiment. D'ailleurs, on pourrait noter que Baccae donc, a précédé un peu cette vague. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a pas mal d'ouvertures. Et évidemment, on s'en doute dernièrement, et je crois que les côtés brasseurs, c'est notamment un peu le carnage en ce moment. Mmh. Avec la hausse des prix de l'énergie, il y a aussi de plus en plus de fermetures maintenant. Donc pour ceux qui voudraient une analyse un peu plus détaillée de tout ça, je vous invite vraiment à checker le lien en description. Je ne sais pas si toi tu suis d'ailleurs tout Ouais, ça. nous, c'est vrai qu'on a commencé début 2008. Alors, on a eu un an et demi de commercialisation. 2018. 2018, pardon. Ouais. Donc oui, bien avant le Covid. Ouais, on voit il y a beaucoup de projets qui ont mûri, je pense, pendant ces périodes-là. Après, le marché des spiritueux, il est à la fois intéressant, mais assez niche, hein, en volume par rapport Ouais. aux brasseurs. Donc, il va falloir que chacun trouve son modèle, son marché. Donc, c'est, ouais, je pense que c'est assez différent de la bière. Mm. Alors, le nombre d'acteurs, il est impressionnant, hein, dans la bière. Je crois qu'il y a eu plus de 2000 brasseries artisanales, hein, qui ont vu le jour en 5-6 ans. Donc là, on sent, hein, on a des confrères qui ont l'air de souffrir un peu, un peu, voire beaucoup. Donc, on leur souhaite du courage aussi. J'espère que Mm. Ouais. les problèmes d'inflation seront derrière eux et que chacun trouvera son modèle, mais ça n'a pas l'air évident. L'intensité concurrentielle a l'air quand même très, très, très forte. Je pense aussi, mais c'est aussi que la brasserie, comme la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible, donc ça aide, parce que plein de projets se montent. Après, est-ce qu'ils perdurent? Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué.
Juste là, je ressors un peu pour illustrer quelques chiffres Mmh. sur les établissements en termes de SPI. C'était 111 en 2020. C'est passé à 163 nouveaux établissements en 2021, donc un bond de plus 50% en gros, à 173 en 2022. Voilà. Ça, c'est ouverture, c'est Ouais, ouverture. nouveaux acteurs. Voilà, il y a plus d'ouverture que de fermeture, hein, je précise. Mais néanmoins, le nombre de fermetures s'accélère. Voilà. Bon, là, en podcast, c'est un peu compliqué à détailler, mais en tout cas, il y a le lien en description avec tous les détails donc vers le centre de formation de la distillerie Baptiste. Ensuite, petite news, on vient petite news développement durable avec Veralia et Rémi Cointreau qui collaborent en ce moment pour alléger les bouteilles justement de pas mal de marques chez Rémi Cointreau. À titre d'exemple, on a Belle de Briey qui est une liqueur de poire et cognac. Donc en gros, l'objectif c'est de réduire, je crois, de 7 à 11% le poids des bouteilles. Et de manière très concrète, c'est ça qui est pas mal là dans le communiqué, c'est il te donne des chiffres très, très précis. Typiquement, la bouteille qui passerait de 620 grammes à 550 grammes sur Belle de Briey, ou encore sur une marque comme Mount Gay, ça passerait de 600 à 570 grammes. Voilà, et c'est des démarches qui sont prises également du côté des cognacs Rémy Martin, pardon, de la liqueur Cointreau. Euh, donc voilà, donc il y a un mouvement et tout ça se fait entre donc Rémy Cointreau et Veralia. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs. Chez les verriers, il y a de plus en plus de produits qui sont produits premium, en tout cas dans les gammes Mm. premium, qui sortent plutôt à 500 grammes bouteille Ouais, plutôt que 700. Et ouais, il y a, alors c'est évidemment, on imagine bien le gain matériel, mais il faut aussi compter le transport, la manutention. Enfin, c'est quand même beaucoup d'énergie au global qui est, ouais, qui est pas employée, quoi. Donc c'est des initiatives bah, c'est, intéressantes. Je pense que c'est quand même le sens de l'histoire quand on peut, hein, d'utiliser des bouteilles un peu moins lourdes. oui, oui, mais c'est souvent le principal argument qui est mis en avant, hein. Au-delà de, ah bah, il y a moins de matière, il y a peut-être moins d'énergie à faire chauffer tout ça pour faire les moules et tout. C'est clairement le fait que le camion est plus léger, donc il consomme moins. Donc ça a un impact beaucoup plus perceptible, je pense, qui est mis en avant. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre actu qui va un peu dans le même sens. C'est Chivas Brothers, en fait, qui a lancé un programme pilote c'est avec Volvo, si je dis pas des bêtises, ouais, Volvo, pour des camions électriques, pour transporter justement leurs bouteilles en Écosse. Je crois qu'ils sont équipés de 2 camions comme ça. Ils vont tester ça pendant 2 ans avant probablement de le déployer de manière plus générale à toutes les marques. Et le gain, il me semble, on parle de 150 tonnes. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises. Mais en gros, tout est chiffré sur la quantité de CO2 que ça permettrait d'économiser. Au-delà, donc, en gros, si tu cumules le fait, on fait des bouteilles plus légères d'un côté, on fait du transport électrique de l'autre. Bon, de toute façon, toutes ces boîtes sont dans des logiques, euh, voilà, à horizon 2050, 2040, voire même 2030 aussi pour pas mal. C'est le cas chez tous les groupes. Voilà, donc c'est sur tous les fronts, aussi bien sur les contenants que sur le transport. Ensuite, petite news, on passe petite news française avec Strobail du côté de Toulouse, qui change de nom, qui s'appelle Maison Victor à partir de maintenant. Et au-delà du changement de nom, ils vont aussi changer de site de production afin de produire davantage, de développer plus, et toujours avec la même logique de faire du bio, notamment. Donc voilà, Strobail qui devient Maison Victor. Je préfère les noms français. Ouais, bah, c'est sûr, oui.
Côté toulousain, bah écoute, oui, là on a Maison Victor, bah, qui est le nom de son fondateur. Et voilà, clairement. Identité beaucoup plus claire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? À une toute autre échelle, on a Imperador, donc producteur philippin qui détient notamment bah, la marque The Dalmor, qui va investir 125 millions de dollars. Donc là, on est carrément sur d'autres échelles, hein, pour développer, pour moderniser ses productions de whisky et brandy, sachant que ça va partir à plus de 100 millions sur la partie whisky, hein, clairement. Donc voilà, on voit que ça. Je sais pas si tu suis un peu, mais moi je vois en permanence des nouveaux projets, des expansions, des trucs. On voit qu'il y a. Juste avant, on parlait des ouvertures, fermetures en France et tout, qui avaient l'air assez modestes. Mais on voit que côté britannique, côté anglo-saxon, les échelles ont rien à voir, quoi. Ouais. Enfin, ouais, chez les acteurs très, très établis, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est impressionnant. Surtout dans les alcools, bah, ça intervient surtout dans les alcools vieillis. C'est pour ça que Mm. bon, ça va être intéressant de voir comment nos champions français viennent se frotter à eux sur ce marché. Mm. C'est sûr. En tout cas, voilà, encore un investissement assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Bah tiens, on parle de spiritourisme. Bah, d'ailleurs, toi, tu fais des ateliers, je sais. Là, c'est une petite activation que j'ai vue aux États-Unis, chez Lowe's Whiskey House, qui en fait a lancé un concours, un tirage au sort où en fait le gain, c'est de passer une journée à être distillateur. Donc à vraiment accompagner les équipes et à produire du whisky sur une journée complète. Voilà, donc un spiritourisme beaucoup plus participatif. Immersif. Ouais. Bah tiens, d'ailleurs, on peut évoquer, c'est que toi, tu Ouais, fais donc Abacae, au-delà donc des productions, tu as développé aussi toute une offre d'ateliers pour initier les gens au gin. effectivement, Euh, on accueille par groupe de 12 personnes, on arrive à faire 3 équipes de 4 et chaque équipe on repart avec 20 centilitres d'un gin qu'il aura produit pendant cet atelier. Donc on accélère un petit peu toutes les étapes, mais au final, en partant des matières sèches, on arrive à les faire repartir avec 20 centilitres de leur gin. On s'amuse bien, hein. Franchement, ouais, à faire ça. C'est une manière assez cool de faire découvrir ce que c'est que le gin et puis notre travail en général. Et puis un petit clin d'œil aussi à la maison Roselière avec qui on fait euh, des ateliers les ateliers. d'assemblage de whisky à la distillerie maintenant depuis le début de l'année. Voilà. Donc si vous voulez assembler un peu de whisky, vous pouvez venir aussi chez nous. C'est un mardi tous les 15 jours. D'accord. Et c'est full à chaque fois, ça va, il y a un bon retour. Écoute, ça se passe bien. Ça Ouais. prend le temps de se mettre en place. Et, Et aussi, ouais. et clairement, au final, enfin, c'est cool parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt à intégrer ce genre de choses euh, dans le business model des distilleries qui se lancent, quoi. C'est clairement. Je pense que les gens rentrent beaucoup là-dedans par le prisme. Ils ont envie de créer des produits et tout, évidemment. Mais Ouais, en fait, il y a tout un écosystème qu'on peut faire vivre à côté, faire découvrir les produits de manière différente. exactement. Ouais. Ça, c'est pour tous, hein. Et puis, on revient peut-être aux difficultés hein, de certains acteurs. Le marché change et je trouve que, en tout cas, de notre point de vue, hein, le fait d'avoir plusieurs sources possibles de, à la fois de revenus, mais aussi pour faire connaître ces produits, c'est super. Ça permet voilà, de faire des choses un peu différentes, de faire vivre le lieu. Pour une distillerie, c'est très bien, mais je pense aussi à des chaînes de cavistes qui sont à la fois cavistes, mais qui font des animations ou presque du bar. Et je trouve que ces modèles un peu hybrides, ça permet
d'avoir des fondamentaux qui soient parfois un peu plus puissent permettre en tout cas une certaine résilience pour certains. Il y a des modèles simples, un produit qui marche aussi très très bien, hein, mais en tout cas, chez nous, ça a apporté un peu de résilience, je trouve. Je trouve ça intéressant. Et puis c'est un plaisir. Ça faisait partie aussi, nous, de notre. Faut que ce soit une envie, l'envie de partager chez nous, d'accueillir. Elle est entière et elle continue. C'est quelque chose qu'on a envie de continuer à cultiver. Donc pareil, bakai.fr, hein, si vous voulez checker ça, où ça se passe aussi via Weekendoo. Hein. Il y a pas mal de choses qui se développent là-dessus. Weekendoo, hein, si vous n'êtes pas forcément à Paris. C'est une chouette plateforme, ouais, vous pouvez regarder, quelle que soit votre région. Maintenant, ils ont des ateliers un petit peu partout. Ils aident à commercialiser des ateliers chez les artisans. Il y a vraiment des expériences variées et intéressantes. Ça roule. Donc Weekendoo ou, si vous êtes à Paris, bakai.fr et tes voisins aussi, Distillerie du Viaduc a lancé ça Ouais, assez récemment. Donc il y a de quoi faire, il y a une offre. Ils ont un format un peu plus long que le nôtre, qui est intéressant aussi à regarder. Très bien. Je te propose qu'on parle un peu cocktail maintenant. Super. Si tu es amateur de cocktail, au-delà des... Si. J'imagine que oui. Drinks International qui a partagé un cocktail report 2023, en fait, dans lequel ils ont interrogé 100 bars parmi le top mondial, hein, qui sont soit dans le World, dans le 50 Best, soit dans les Spirited Awards, dans le top 500, enfin bref, différents bars de cet acabit, pour voir un peu c'est quoi les cocktails les plus populaires, les plus vendus dans ces bars-là. Ils ont partagé donc leur classement des 50 cocktails, pour être très précis. Et le premier, apparemment, c'est le Negroni. Alors, j'avoue clairement, entre gens du milieu, le Negroni, ça a l'air indétrônable, mais j'étais étonné que ce soit pas. Je m'attendais à plutôt Margarita encore. Vu que d'un point de vue plus mainstream, c'est la Margarita qui poste tout. Donc, le Negroni est numéro 1. Voilà, donc gin vermouth amer. D'ailleurs, toi, tu produis du gin, tu produis un amer. Est-ce que le vermouth, c'est prévu? Ouais, on verra. J'ai assez envie de jouer avec le vin, à la fois distillé, et puis on a déjà les aromatiques, donc, mais on sera jamais un acteur majeur du vermouth. Après, on s'amusera sûrement à en faire. On a fait vieillir un Negroni dans un fût, dans un ex-fût de Pinot des Charentes. On le réalimente régulièrement avec du Baldoria. Voilà. D'accord. Donc pour l'instant, on fait comme ça. Ok. Donc le Negroni est numéro 1, numéro 2, le Old Fashion, et numéro 3, la Margarita. Et ensuite, donc, on a notamment l'Espresso Martini, évidemment. On a le Daiquiri qui arrive derrière. Et pour ceux qui voudraient le classement complet des 50 cocktails en question, c'est évidemment le lien est dans la newsletter. Je vous invite à checker ça en description. Je ne sais pas si toi, tu as un cocktail préféré en particulier, mais... Je vais te décevoir, hein, il était dans la Ouais. liste. Moi, j'aime bien l'amertume. Ouais. On serait resté sur le classique Negroni, je Ouais. crois. Très bien. Un petit Moi, peu. c'est le Manhattan, perso. Et je vois qu'il est 8e. Voilà, ça va. 8e, il a pas ni progressé ni régressé. Donc, voilà. Et grosse entrée, ça c'est un truc qui m'a frappé. Enfin, grosse entrée, pas vraiment, mais on a le Last Word qui a gagné 26 places en fait cette année. Nice. Donc qui est passé 17e. Donc voilà, donc on comprend mieux les soucis de pénurie de chartreuse. Ouais. Avec un tel classement, un tel bond dans le classement. À moins que ce soit la pénurie qui nourrisse l'intérêt pour le cocktail. Ouais. Voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver le classement évidemment en description. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Tiens, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais j'ai un autre podcast donc, qui s'appelle Bottlefield. Et il y a le Maybe Sammy en Australie qui a lancé un menu illustré par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu t'intéresses à l'IA, mais en tout cas, on voit de plus en plus On a des vu sujets des images. cocktails ou quoi. Comment? Ouais, j'ai vu quelques images générées, des choses
Ouais, c'était surprenant. Après, Donc, alors je pense pas que ça fasse encore des recettes de gin ou de liqueur, hein, ou du moins rien, pas forcément très intéressant, mais à suivre. En tout cas, si vous voulez plus de podcasts, hein, de toute façon, là, on arrive au bout. Si vous en voulez davantage, sachez on a fait un épisode entier du Bottlefield Show sur ce menu du Maybe Sammy, où on a déroulé toutes les pages du menu, chaque illustration. C'était assez intéressant, en fait, de se poser la question dans quelle mesure le visuel auquel tu fais face influe sur le fait que tu commandes ou non le cocktail. Est-ce que ça t'évoque les ingrédients? Est-ce que ça t'évoque le goût qui est proposé, quoi. Donc voilà, un truc un peu méta comme ça de réflexion. En tout cas, allez checker ça, Bottlefield Show. Et voilà. Et en fait, on vient de tout dérouler. Je ne sais pas s'il y a une actualité qui t'a marqué plus qu'une autre dans ce flow. euh, il y en avait une dernière, je crois, Ouais. dans la newsletter sur Nisa qui faisait un peu écho Ah oui. aux, Euh, aux ouais, difficultés de certains. Et ouais, ça faisait deux signaux consécutifs dans ta newsletter c'est vrai. voilà, qui Je me vais la faisait mettre à m'interroger l'image. sur les modèles économiques en général Ouais. et avec cette idée que nous, on a essayé de développer, hein, de trouver un mode de fonctionnement hybride. Et je trouve Hmm. que voilà, c'est enrichissant euh, pour, pour Moi, nous. j'avoue que Nisa, j'étais surpris aussi. Je pensais, et notamment post-Covid, que tout ce qui était caviste, ça se portait plutôt bien. Donc voilà. Je sais Nous, pas si c'est un cas ouais, isolé ou si c'est. nous, on voit, hein, des clients aller avoir un petit peu moins d'entrain que 2021, on s'y attendait, Ouais. mais en fait, ce qu'ils ont l'air de dire, hein, dans le communiqué, hein, c'est que les modes de vie ont changé, c'est-à-dire que les gens sont un peu moins dans leur lieu de résidence le week-end avec le Hmm. télétravail, et donc ça change un peu les modes de, de consommation. En tout cas, la récurrence d'achat chez les cavistes a l'air d'être inférieure. Donc, ouais, c'était un signal, Donc un le petit peu. recul de Ricard face à Ouais, Cristalline n'est peut-être pas si anodin. ouais, Et, mais c'est marrant parce que ça fait écho, mais pas dans le même sens, à d'autres actus là notamment que j'ai relayé aujourd'hui, qui seront dans la prochaine. On en parlera dans la prochaine Distil News. Mais le fait que j'ai vu deux études coup sur coup qui expliquent que les gens consomment de moins en moins dans les bars et de plus en plus chez eux. ouais. Donc, ce qui est évidemment une mauvaise nouvelle pour les bars, mais qui pourrait aussi signifier que ça veut dire que les gens achètent chez le caviste, ça leur revient moins cher que d'acheter au bar et ils consomment chez eux. Donc, il y a un truc un peu ambivalent, tu vois. Ouais, Est-ce que c'est ça veut vrai. dire que tout se casse la gueule ou Non, ouais, tu as raison. Après, j'ai l'impression tu as partagé quelques news ces dernières semaines et moi sur ce sujet-là, sur le fait que le marché en France soit un petit peu plus réceptif aux cocktails et aux cocktails à la maison en général. Hmm. Euh, Ça, j'y crois assez, hein. J'ai l'impression que le consommateur est mieux éduqué, plus sensible aux produits, donc ça devrait créer des opportunités. Euh, mais ouais, c'était surprenant de voir ces news. Hmm. Et en face de ça, il y a quand même, on a l'air de dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs, hein, beaucoup Ouais, d'innovation dans les produits. Donc, voilà, à suivre. exactement. Ouais, ouais. Il y a plein de choses qui s'enchevêtrent. De plus en plus de produits, de plus en plus d'inno, de plus en plus de la conso qui évolue, plus chez soi que dans les bars, peut-être, mais bizarrement, peut-être pas forcément au profit des cavistes. Euh, bon, à suivre dans DC News. Ouais. Les cavistes de province doivent peut-être mieux se porter que les Parisiens. Ouais. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi s'il y a des choses qui vous ont plus marqué. Et évidemment, je vous encourage à vous abonner à distillnews.fr.
et évidemment, vous pouvez retrouver toutes les sources évoquées dans l'édition du jour et puis voilà. Merci Julien de m'avoir Merci à toi. accompagné sur ce numéro. Donc checkez donc Bakae Paris sur Instagram et bakae.fr, voilà, pour les ateliers ou pour les nouveautés là qui vont être annoncées tout prochainement. Merci. Voilà, Salut. à très vite. Ciao, ciao. Ciao.